InMind est une revue de vulgarisation de la psychologie sociale à destination du grand public. Aujourd'hui, InMind vous présente un numéro spécial sur la thématique des écrans, des réseaux sociaux et des médias numériques. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci de nous rejoindre pour la présentation de ce numéro thématique sur la question des écrans, des réseaux sociaux et des médias numériques. Vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo sur YouTube. Et il y a de grandes chances que vous le fassiez sur votre smartphone ou peut-être même sur votre tablette, votre ordinateur ou votre télévision. Moi-même, je suis en train de filmer devant mon téléphone et j'ai mon ordinateur juste à côté de moi. Ces questions, elles sont essentielles et elles nous concernent tous et toutes. Alors, on a la chance aujourd'hui de pouvoir poser quelques questions à l'éditeur de ce numéro spécial qui va à la fois nous présenter les articles mais aussi se présenter lui-même. Et on va peut-être commencer par ça. Donc, Didier Courbet, est-ce que ce serait possible de vous présenter en quelques mots ? Bonjour, Didier Courbet, je suis professeur de sciences de la communication à l'université d'Aix-Marseille, également psychologue social. Je suis chercheur à l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, où je mène des recherches qui me passionnent d'ailleurs depuis plus de 25 ans sur les effets des technologies digitales et des écrans sur les individus, l'influence de la télévision et d'Internet par exemple sur la santé mentale, physique, le bien-être, mais également sur des comportements comme par exemple les effets de la publicité ou des images violentes. Je travaille par ailleurs en tant qu'expert ou chargé de mission pour la conception et la mise en œuvre de politiques publiques au sein de plusieurs organismes ministériels, par exemple au ministère de la Santé, dans le cadre des communications de prévention et de communication en santé publique, ou au Conseil de la santé publique ou à Santé publique France, notamment dans le domaine de la nutrition. On a un tout petit peu échangé en fait déjà au début de cette vidéo sur les raisons pour lesquelles s'intéresser à cette thématique c'est essentiel pour chacun et chacune. Mais est-ce que vous pourriez nous dire finalement, selon vous, pourquoi c'est un sujet d'actualité ? S'il est un sujet passionnant et passionné, qui suscite de vives polémiques, c'est bien celui des écrans, la télé, le smartphone, les jeux vidéo, et de leurs conséquences sur les enfants, les adolescents et les adultes. C'est vrai qu'on ne compte plus le nombre d'émissions à la télévision, d'articles de presse sur Internet, qui portent tantôt sur les aspects délétères des écrans, des réseaux sociaux ou de la télévision, comme par exemple l'augmentation des risques d'anxiété, de stress, d'addiction, d'isolement social, d'obésité, de troubles de l'attention, du sommeil aussi, la baisse des capacités intellectuelles, mais tantôt, et puis à l'inverse, sur leurs aspects bénéfiques. Ça permet de se détendre, le divertissement, l'amélioration de l'image de soi, du bien-être, ou même le développement de certaines aptitudes intellectuelles. Alors évidemment, dans ce qu'on entend ou on lit, tout n'est pas scientifiquement valide ou expliqué avec rigueur. Alors, en s'intéressant aux aspects délétères et bénéfiques des écrans, des réseaux sociaux et plus généralement des médias numériques, ce numéro thématique d'InMind va permettre de mieux comprendre certaines relations complexes, mais vraiment extraordinaires à étudier, que nous, humains, avons avec le monde fascinant du digital et du numérique. Une autre question qui traverse probablement l'esprit de ceux et celles qui nous regardent en ce moment même, c'est probablement de savoir qui sont les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques. Ce numéro donne la parole à des chercheurs en psychologie sociale notamment, ceux qui travaillent plus spécifiquement dans une spécialité qui est récemment apparue, qui est la psychologie des médias. Alors évidemment, les chercheurs ne voient pas les interactions avec les écrans comme étant soit tout blanc, soit tout noir, mais comme étant bien plus complexes. En effet, en plus d'étudier les aspects bénéfiques ou délétères, par exemple sur le bien-être, la santé mentale ou la santé physique, ils ont comme objectif, comme tous les chercheurs qui utilisent des méthodes expérimentales et scientifiques, d'aller plus loin dans les explications. Par exemple, comment expliquer en détail pourquoi les grands usagers des réseaux sociaux sont davantage anxieux? Quelles personnes, quels récepteurs, quels usagers sont davantage touchés par ce phénomène? Et pour quelles raisons? Alors les enjeux qui sont liés à ces questions sont importants parce que le temps passé devant les écrans n'a cessé d'augmenter ces 2 dernières décennies. En moyenne, on passe plus de 5h10 par jour, télévision et internet, quels que soient les âges. Ça veut dire un tiers de notre vie éveillée, en dehors du temps de travail, et sans compter le temps de jeux vidéo. Pour les 15-24 ans, il faut rajouter plus d'1 heure quotidienne.
Ça signifie donc qu'être devant des écrans ou interagir avec eux, c'est la première occupation humaine après le sommeil, hein. Quand on pense à la thématique, des écrans, des réseaux sociaux et des médias numériques, s'il y en a une qui attire particulièrement notre attention, c'est finalement celle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de nos vies dès le plus jeune âge. Il y a une multiplication constante des réseaux sociaux. Je veux dire, on a des nouveaux réseaux sociaux comme TikTok qui ont explosé pendant les premiers confinements. La première question qu'on pourrait se poser, c'est finalement quels effets peuvent avoir les réseaux sociaux sur nous? Le premier article de ce numéro d'InMind va s'intéresser aux liens entre les réseaux sociaux, les émotions et les sentiments négatifs, hein, comme la dépression, l'anxiété et la jalousie. Plus on utilise les réseaux sociaux, plus on souffrirait de troubles anxieux et dépressifs. Et certains usages seraient également liés à davantage de jalousie ou la peur d'être exclu socialement. Alors pour quelle raison demande Didier Courbet, il explique que les scientifiques ont montré le rôle important joué par deux mécanismes. Premièrement, la FOMO, Fear of Missing Out. La FOMO, c'est une peur envahissante que les autres pourraient avoir des expériences sociales intéressantes desquelles nous serions absents. Et la FOMO est souvent associée à la crainte de ne pas être assez populaire ou reconnu socialement si on fréquente moins les réseaux sociaux. À partir de là, la personne se met à analyser en détail et sans tarder toutes les notifications, les messages qui entrent, et ce qui accroît donc en outre le risque de stress, par exemple, hein. Et deuxièmement, quand on voit que les autres postent des photos où ils vivent apparemment de superbes moments, ça donne l'impression que sa propre vie est moins intéressante que la leur. Et donc, les comparaisons sociales sont défavorables et ça contribue à développer de l'envie, de la jalousie ou à diminuer de l'estime de soi. Une deuxième thématique qui est souvent mise en débat, et notamment pour les jeunes parents, c'est finalement la question de la télévision. Et notamment, est-ce que la télévision pourrait être dommageable ou pas pour les enfants et donc pour les générations à venir? Le deuxième article d'InMind apporte des réponses à quatre questions. Quatre questions clés qui concernent les liens, souvent décriés d'ailleurs, entre la télévision et les troubles intellectuels, les troubles cognitifs, hein, disent les psychologues, notamment chez le jeune enfant. Et d'après ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre souvent sur le sujet, on entend que par exemple, plus un enfant regarde la télévision et plus il développerait des troubles cognitifs. D'ailleurs, à ce propos, quatre affirmations ont fait le buzz ces dernières années sur les réseaux sociaux et même dans certains médias. Des recherches scientifiques auraient montré, a-t-on entendu, que la télévision provoquerait certains effets néfastes sur les plus petits et sur leur développement intellectuel. En particulier, un retard d'acquisition du vocabulaire, des troubles de l'attention, du langage ou de la concentration. Avec la rigueur du psychologue scientifique, Nicolas Poirel a analysé plus en détail ces recherches avec des réponses qui sont évidemment plus nuancées. Son article va, je pense, rassurer les parents. Il propose une démarche qui est simple, hein, qui permettra aux parents de guider les enfants dans l'environnement digital qui évolue en ce moment en permanence. Une chose essentielle quand on s'intéresse à ces thématiques de recherche, c'est de faire face à un paradoxe. Le paradoxe, c'est que finalement, ces nouvelles technologies nous offrent de nombreux bénéfices en termes d'éducation, en termes de gains de ressources, de compétences, dans la possibilité finalement de contacter nos proches dans des situations d'isolement. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies sont pleines de bénéfices pour nous. À l'inverse, elles peuvent être aussi pleines d'effets négatifs. Et ces effets négatifs, on en a parlé un peu précédemment avec notamment les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, est-ce que ce serait possible de nous partager, par exemple, de nous parler d'effets bénéfices que peuvent avoir, par exemple, ces nouvelles technologies? Et il est évident que les écrans et leur contenu sont souvent pointés du doigt pour leur effet délétère sur la santé mentale ou physique, hein. Mais des travaux récents montrent qu'ils ont également d'autres effets fortement positifs. Et c'est le cas notamment des groupes et des réseaux de soutien qu'on trouve sur Internet. En effet, parce que parmi les événements les plus stressants de notre vie, beaucoup sont en lien avec la maladie.
apprendre qu'on a une maladie grave, par exemple, vivre avec une maladie chronique ou même plus généralement, gérer des problèmes liés à sa propre santé physique et mentale. Et c'est vrai qu'il est important dans ce cas d'avoir le soutien d'autres personnes pour son bien-être et sa santé. Ce soutien social, il peut provenir bien sûr de l'entourage, mais quand son entourage manque de compréhension ou de disponibilité, on peut trouver du soutien sur Internet et dans ces fameux groupes de soutien en ligne. Et donc, dans le troisième article, Marie-Pierre Fourquet-Courbet répond à un certain nombre de questions. Ces groupes sont-ils efficaces? Apportent-ils par exemple les mêmes bénéfices que l'entourage en termes de bien-être, sur la santé psychologique, la qualité de vie, par exemple, pour les membres? D'abord, Marie-Pierre Fourquet-Courbet va définir ce que sont les groupes de soutien en ligne. Elle va présenter bien sûr leur intérêt. Elle analyse, deuxièmement, leurs effets bénéfiques et explique, troisièmement, les mécanismes théoriques qui sous-tendent ces effets positifs sur le bien-être et sur la santé. Comme on l'a dit précédemment, le numérique fait vraiment partie de nos vies dans bien des domaines. Et un des auteurs de ce numéro spécial s'est intéressé plus spécifiquement à la question de la prévention. Est-ce que ce serait possible de nous donner quelques informations concernant cet article? Dans un autre domaine de la santé, le numérique est également utilisé comme un moyen pour essayer de changer certains comportements délétères. Par exemple, dans le cadre des campagnes de communication de santé publique, hein, généralement, qui sont destinées à lutter, par exemple, contre le tabagisme, l'obésité, la propagation des épidémies virales, le sida, la toxicomanie, et puis j'en passe, hein. Les médias numériques, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, les serious games, sont de plus en plus utilisés en complément des médias traditionnels, comme la télé, la radio, le cinéma, par exemple. Et c'est le cas de la prévention des effets délétères de la consommation d'alcool, consommation qui est en augmentation en France. Et dans le cadre des campagnes de sensibilisation et d'information, Fabien Girandola, et ce sera le quatrième article de ce numéro thématique d'InMind, montre que les technologies de la communication numérique peuvent être des leviers pertinents pour prévenir et réduire les risques qui sont liés à la consommation d'alcool auprès du grand public, jeune ou moins jeune, hein. Ces campagnes de prévention entrent d'ailleurs dans une toute nouvelle forme de communication qui est davantage axée sur le numérique. Est-ce qu'elles sont efficaces? Quel effet elles produisent sur les connaissances, sur les comportements envers l'alcool? En faisant une synthèse de certaines recherches qui sont significatives, Fabien Girandola explique comment il est possible d'utiliser de manière efficiente différents leviers de la communication numérique, comme les SMS par exemple, ou les sites internet. Il indique également, en fin d'article, certaines recommandations pour favoriser le changement de comportement à risque. On a maintenant fait le tour des articles qui composent ce numéro spécial. Un grand merci à Didier Courbet d'avoir édité ce numéro, mais aussi d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous de nous partager son ressenti vis-à-vis de chaque article et aussi d'une thématique qui le passionne. Un grand merci à tous les auteurs d'avoir pris le temps de vulgariser leurs recherches, d'avoir partagé leurs connaissances au plus grand nombre. Un grand merci aux lecteurs. Merci de nous suivre, merci de nous encourager et on espère que ce numéro va vous plaire et vous informer. Et donc pour terminer, je vais laisser finalement le mot de la fin à Didier Courbet. Ce numéro d'InMind va permettre de mieux comprendre certaines interactions que nous avons avec ce monde fascinant qui est le monde du numérique. Je vous souhaite donc une agréable lecture.